Quand ma fille est née, ça a été une révélation. C'était un moment, j'ai eu 27 ans. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, en fait, il reste 3 possibilités. C'est soit je me tue, soit je le tue, soit je le quitte. C'est vraiment le temps qui m'a fait me rendre compte. Je me suis dit, j'ai que 27 ans. Oh là là, c'est tôt. Je me suis dit, franchement, on m'aurait dit, c'est bon, t'es à la fin de ta vie, parce que l'espérance des femmes en France, c'est 28 ans, donc t'inquiète, dans un an, c'est bouclé. Franchement, je serais restée 1 an de plus avec lui, sans problème. Bah, c'était pas très agréable, mais bon, franchement, ça passe. Mais là, je me suis dit, wow, l'espérance des vies de femmes en France, 85 ans. C'est ça, t'en as encore pour 60 piges. Wow, c'est tellement long. Et là, ça fait que 4 ans que je suis avec lui. Waouh, c'est trop long. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Alors comme vous en êtes peut-être rendu compte en lisant le titre, cet épisode sera divisé en 2 parties puisqu'on a discuté pendant 2 heures avec Lily et globalement on a fait une pause au milieu à partir du moment où on a commencé à parler de la mort soudaine de son chéri et de son amoureux et vraiment vous verrez à quel point les 2 parties sont très distinctes. Dans cette partie-là, on va discuter de sa grossesse, de son envie d'enfant et de la maternité. Et dès demain, dans Histoire de Daronne et Histoire de Daron, je vous proposerai la 2e partie de cette interview qui est beaucoup plus dense en émotions et toute autre phase de la maternité de Lily. Un grand merci à vous et bonne écoute. T'es prête ? Mais c'est toi qui poses des questions? Oui. Ok, d'accord. Allez, let's go à toi. Non, pas du tout. J'imagine le truc, ça serait terrible. Oui. On est donc avec Lily. Salut Lily. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, petite forme aujourd'hui, mais Petite ça forme. va. Bienvenue dans mon podcast. Merci. Lily, on a été mis en contact par un ami en commun qui s'appelle David, que je vous invite à aller découvrir si vous voulez découvrir la vie de David, que j'aimerais bien avoir un jour dans un de mes podcasts pour venir parler de sa vie de base jumper, le mec saute de falaise. Je l'appelle l'homme volant. Voilà. Et David m'a envoyé un jour un message, on s'écrit très régulièrement depuis un petit moment, et il m'a dit il faudrait que tu rencontres cette amie là, elle a plein de trucs à te raconter, je suis sûr, sur la maternité, sur la parentalité, etc. Et donc, bienvenue Lily. Ben, merci. Tu m'as raconté un peu ton histoire. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut qualifier ton histoire de c'est pas forcément une histoire très facile? Non, c'est pas une histoire facile. Déjà, merci beaucoup pour ta confiance de venir raconter ton histoire à mon micro. En fait, j'aimerais bien qu'on commence par le démarrage, en fait, et que tu me racontes un petit peu d'où te vient ce désir de maternité. Alors, justement, le désir de maternité, je ne l'ai pas eu. J'étais mariée à quelqu'un qui voulait absolument avoir des enfants. Et voilà, et puis il en voulait absolument. Moi, je me sentais trop jeune, pas prête, encore étudiante, des tas de choses. T'avais quel âge ?
J'étais mariée avec lui à partir de mes 23 ans. Ok. Et du coup, il avait 3 ans de plus que moi, et lui, il voulait vraiment un enfant, et pour lui, c'était vraiment un objectif dans la vie. Moi, j'étais pas contre l'idée d'en avoir, mais j'en ressentais pas un besoin intersidéral, voilà. Et du coup, je sentais vraiment que lui, il voulait absolument un enfant, c'était hyper important pour lui, et quand je lui disais que j'étais pas prête, il m'avait dit un truc avec lequel je suis d'accord, mais que je pourrais aussi un peu contredire, c'est qu'il m'a dit, on n'est jamais prêt. En fait, si t'attends le bon moment dans ta vie, il y aura jamais un moment où ta vie va être sur pause. Tous les gens vont être statiques comme ça, genre arrêt sur image. Et là, tu te dis, ça y est, là, tout l'univers s'est arrêté, je peux faire un enfant tranquillement. Et puis, dès que je serai prête, j'appuie sur play et le monde reprend. Non. La vie, il y aura toujours un truc, il y aura toujours quelque chose on track, que ce soit un boulot, un truc, un machin, un voyage. Et donc, si c'est ta vie qui va s'organiser autour de l'enfant, c'est pas l'enfant qui va s'organiser autour de ta vie. Et du coup, cet argument m'a convaincue. C'est quoi à l'époque, enfin avec le recul, l'argument que tu aurais opposé à ça? Ce que tu dis, c'est avec lequel je suis d'accord, mais on pourrait débattre. Je pense que il n'y a pas qu'une question de timing, il n'y a pas qu'une question de bon moment. Il y a aussi une question, et là je vais spoiler la fin de l'histoire, il y a aussi une question d'être avec la bonne personne. Donc en fait, l'argument en soi me convient, et j'ai eu ma fille volontairement, c'était pas un accident, j'ai vraiment arrêté la pilule, on l'a vraiment désiré, je l'ai eu, je l'ai voulu. Mais c'était pas la bonne personne. Donc en gros, c'était pas tant une question de se dire est-ce qu'un jour la vie va se mettre en arrêt sur image pour que je puisse avoir le temps de faire un enfant. C'était est-ce que je suis avec la bonne personne pour le faire. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Oui. Et le moment, il arrive quand l'enfant arrive. Par contre, la bonne personne, je pense qu'on peut faire des efforts. Tu veux dire que tu aurais pu éventuellement faire des efforts? J'aurais pu mieux choisir le père. Ouais. Voilà. Et ok. Comment se passe cette maternité pour toi? Comment se passe cette grossesse? Alors j'ai eu une grossesse idyllique, vraiment. Je vais même pas m'étaler, c'était génial, c'était comme si j'étais pas enceinte, c'était merveilleux. À la fois parce que j'étais tellement détachée justement du désir de maternité que je le prenais pas au sérieux. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai vécu les choses avec énormément de légèreté. Quand je vois des fois des copines qui ont vraiment, elles veulent absolument un enfant et tout. Et donc, en fait, elles transforment complètement leur vie pendant la grossesse et c'est un truc hyper lourd à vivre. Moi, du fait que, au final, j'étais OK pour en avoir, mais si j'en avais pas, c'était pas grave. Et ça m'a donné une forme de légèreté d'avoir vécu ma grossesse hyper simplement. Je faisais tout ce que j'avais envie de faire, je mangeais tout ce que j'avais envie de manger, tous les trucs qu'on dit dans les livres qu'il faut pas manger, qu'il faut pas faire, je faisais tout ce que j'avais envie de faire, sauf l'alcool. Mais l'alcool est la seule restriction que j'ai respectée pendant toute ma grossesse, et tout le reste, je mangeais tout ce que je voulais, je faisais toutes les activités que j'avais envie. Et je me disais que si moi j'étais née en 1988 au fin fond d'un bled paumé en Algérie, à mon avis, ma fille, elle va survivre, quoi. Voilà. Ok. Et si elle survit pas, c'est peut-être qu'elle est pas prête pour l'univers qui l'attend. Il vaut mieux être prêt avant. T'étais déjà à l'époque, t'étais fataliste dans ta tête à ce point-là, c'est-à-dire juste on verra ce que la vie nous propose. Oui, quoi. Je me disais, franchement, si elle a eu des problèmes de santé qui font que elle n'a pas résisté au fait que j'ai mangé un steak, mais la meuf, elle est pas prête, hein. Elle est vraiment pas prête à venir dans le monde, hein, parce que là, ce qui l'attend derrière, c'est chaud. Donc vraiment, il faut être prêt. Et du coup, je me suis dit, quelque part, si jamais je mange un truc qui fait que ça marche pas, c'est peut-être tant mieux que de faire une fausse couche ou enfin voilà, je vais dire c'est un peu grossièrement, mais c'est un peu la sélection naturelle. Si vraiment c'est beaucoup trop fragile pour vivre, vaut mieux peut-être pas que ça vive parce que moi je suis pas sûre d'avoir les épaules derrière pour gérer plein de choses. Et du coup, je me suis dit, moi, je vis la vie comme je l'entends. Et si elle arrive au bout, c'est qu'elle est prête. Voilà. Waouh. Et du coup, elle est prête. Ok. Mais il n'y avait pas aussi ce truc de... Tu disais que tu étais étudiante, c'est ça? Ouais, j'étais étudiante. Il n'y a pas aussi, tu vois, un mode de vie qui est, entre guillemets, pas encore tout à fait compatible avec la maternité, tu vois, l'idée d'être étudiante, etc.
Ben moi j'étais vraiment contente. Enfin, compatible sociétalement, oui, tu vois, je dis pas, voilà. Ben j'étais contente parce que je me sentais, j'étais un peu une star, quoi. J'étais la première de toutes mes copines qui étaient enceintes, qui avaient un enfant. Du coup, j'étais un peu la bête curieuse, quoi. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que ça fait et tout? Raconte-nous. Et du coup, je me sentais un peu comme la précurseuse du mouvement. Okay. Et du coup, j'aimais bien. On me posait plein de questions. On me demandait des nouvelles de mon ventre. Est-ce qu'il a grossi, pas grossi? On en est où? Et moi, je l'ai hyper bien vécu. J'ai eu une grossesse très facile, un petit ventre, aucun effet secondaire de quelque façon que ce soit. J'ai vomi une seule fois et de toute la grossesse. Et j'étais allée en randonnée juste avant la naissance de ma fille. Quoi? Et ouais, j'étais en randonnée. On a fait une randonnée dans la forêt. On a collecté des fruits rouges là pour faire de la confiture. Voilà. Juste avant la naissance de ta fille? Ouais, la veille. Et le lendemain. T'avais pas peur d'accoucher dans la forêt? Pas du tout. Ok. Et le lendemain, je suis allée à la maternité en scooter. Ok. Toute seule? Non, à l'arrière avec mon mari qui conduisait à ce moment-là. Et du coup, quand je suis arrivée à la maternité, c'était hyper rigolo. J'étais là, mais c'est curieux. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, zéro appréhension même de l'accouchement, etc. Ouais, quoi. Non, zéro. Il y avait rien du tout. Et voilà, au bout d'un moment, j'étais un peu inquiète parce que j'avais hyper peur de pas avoir la péridurale à temps. Donc j'étais très 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 anxieuse. J'avais vraiment pas envie d'avoir mal. J'avais trop peur d'avoir mal. Et donc j'arrêtais pas de dire oui, c'est à quelle heure la péridurale? J'appelais l'infirmière toutes les 5 minutes. Je disais est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant? Et au bout d'un moment, j'ai fini par l'appeler. Elle m'a dit oui, c'est bon, on va mettre la péridurale. Et à partir du moment où on a mis la péridurale, alors c'est bon, là, je vivais ma meilleure vie. J'ai appelé mes parents en FaceTime. Là, j'étais là, ouais, je suis à la maternité, ça va, bon, c'est un peu long, mais bon. Et voilà, jusqu'au moment où il fallait pousser. Et du coup, j'ai eu un peu mal, j'avoue, à ce moment-là. Et après, elle est née en super bonne santé, aucun souci, trop mignonne. Mais tu vois, j'ai envie de te demander, est-ce que le fait que ça roule comme ça pour toi à ce point-là, tu crois avec le recul qu'il y avait une forme d'insouciance et de déni, j'allais pas dire un déni de grossesse parce que c'était pas le cas, tu vois, mais tu vois une forme de déni de ce que t'étais en train de faire? Oui, si, je pense aussi, oui, je pense. Je me rendais pas du tout compte qu'à la fin il y avait un enfant, c'est ça? Qu'il y avait plus qu'un enfant, un humain. Oui. Un être humain à part entière. Oui, c'est-à-dire qu'on allait rentrer à la maison à 3. T'étais partie comme ça, la fleur au fusil, sans te dire tiens, à un moment donné on va se retrouver à 3. Non. Okay. Vraiment, je sais pas, ma fille, elle est née, je l'ai trouvée trop belle, trop mignonne. Et puis, je me questionnais, je me disais, attends, est-ce qu'elle est vraiment objectivement belle ou est-ce que c'est vraiment juste parce que je suis sa mère? Okay. Parce que moi, j'ai déjà vu des enfants qui étaient pas très beaux. Et du coup, je me disais, non, mais attends, c'est objectif ou pas? Donc, je la prenais en photo et j'essayais dans ma tête de couper le contact et de me dire, attends, mais si, elle est trop mignonne. Objectivement, elle est trop mignonne. Et tout. C'était important pour toi que ta fille soit belle? Non, en fait, je voulais juste... C'était pas important ou pas important, mais je voulais juste voir est-ce que vraiment l'amour qu'on avait pour un enfant, ça modifiait la perception. Du coup, je voulais savoir est-ce que vraiment je la trouve mignonne ou est-ce que je suis... matrixée par l'amour. Ouais, exactement, voilà. Et du coup, j'arrivais pas à savoir. Enfin, je saurais jamais. Des fois, en regardant des vieilles vidéos, je la trouve quand même mignonne en vrai. Mais sur le coup, j'avais vraiment envie de me poser la question. J'étais là, essaye de te déconnecter de l'amour, du truc, de la projection et dis-moi vraiment la vérité. Si t'as un enfant moche, dis-le, c'est pas grave. Et en fait, je la trouvais hyper mignonne. Et c'était la première fois, en fait, c'est vraiment quand je l'ai vue, quand je l'ai prise dans les bras, que pour la première fois, j'ai senti que tout ça, il y avait un enfant en fait tout le long, quoi. Que t'as réalisé que t'allais devenir maman. Oui. Ok. Alors que tout le long, je regardais mon ventre, des fois ça bougeait, j'ai fait des vidéos de mon ventre qui bouge. Enfin, je savais vraiment que j'allais avoir un enfant. C'est pas un déni, mais c'est vraiment quand elle est née que je me suis dit ah ouais, quand je faisais du sport, quand je mangeais n'importe quoi, en fait mon corps il était en train de fabriquer un autre humain. Pendant que moi, je faisais complètement autre chose. C'est-à-dire que dans mes moments les plus inconscients, je dormais, je sais pas quoi, je partais en soirée et tout. Mon corps était en train de donner une vie, quoi. Enfin, et ça m'a... Comment tu l'analyses, là, avec le recul? Parce que ta fille, aujourd'hui, elle a quel âge? Elle a 8 ans. Ouais. Ça y est, il y a quelques années qui sont passées et tout. Oui. Comment tu l'analyses avec le recul, là? C'est fou, quand même. Ce détachement? Ouais.
Je sais C'est pas un truc que j'ai beaucoup entendu, tu vois. J'en suis à peu près au 30e épisode là d'Histoire de Daronne. Franchement, j'avais jamais entendu ça. Ah oui, bah je sais pas, mais je pense que je saurais pas l'expliquer, Ok. non, même avec du recul. Je pense que c'était une période de ma vie où globalement j'étais comme ça tout court. Hein. Je veux dire, même mon mariage, on va pas revenir dessus, mais ça s'est fait exactement dans les mêmes conditions. Tu veux te marier? Ouais, grave, allez, vas-y. J'ai acheté ma robe de mariée sur internet à 100 balles, je l'ai reçue, elle était trop grande, je me suis dit, oh, on s'en fout. Voilà, j'ai envoyé des invitations à l'arrache, puis en milieu de trucs, j'ai envoyé des invitations à des gens en disant, ouais, désolé, on est trop nombreux, j'avais mal calculé mon truc, mais finalement, on va juste faire un pique-nique dans un parc. Je me suis mariée comme ça je pense que c'était vraiment une période de ma vie où je réalisais pas, où j'étais un peu peut-être déconnectée. Peut-être, hein. D'un autre côté, j'avais aussi pas envie de trop en faire, quoi. Je me suis dit, j'ai envie que... j'ai rien envie d'avoir à reprocher à mes enfants plus tard, de dire oui, je me suis... Peut-être que ça, c'est un peu mon rapport avec ma mère. Ok. On va passer en séance de psy, là. Mais en gros, ma mère, ça a été une personne très, très oppressante pendant toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et ce que j'ai entendu rabâcher tout le temps, j'ai de très mauvaises relations avec elle, j'espère qu'elle va pas écouter ce podcast, mais Au pire, tu l'as déjà dit, j'imagine. pas vraiment. Ouais. Ah bah alors ça va être une occasion d'ouvrir d'ouvrir un peut-être nouveau une sujet. discussion. C'est ça. Peut-être qu'il va vous rapprocher l'une de l'autre, on ne sait pas. Oui, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a été très oppressante, à toujours dire oui, après tout ce que j'ai fait pour vous, après ceci, après cela, elle a fait une grossesse dépressive parce qu'elle venait de perdre son père, et donc finalement, c'était un peu le fait qu'elle ait eu des enfants qui étaient pas... Enfin, bref, trop de... Voilà. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de... Puis surtout, tu peux pas grand-chose en tant qu'enfant. Bon, non, j'ai rien Voilà. demandé. Hein. Désolé, maman, mais il y a un moment donné où... Les enfants, voilà, comme t'as dit, t'as pas demandé à venir au monde, quoi. Exactement. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de créer une espèce de fusion du genre, je vis pour mon bébé, je vis en fonction de mon bébé doit vivre en fonction de moi, doit me ressembler, doit... Et j'ai surtout pas envie que plus tard, quand elle aura 8 ans, 10 ans, 30 ans, lui dire oui, après tout ce que j'ai fait pour toi, après toutes les années où je me suis privée pour que... Non, tu sais quoi, ne le fais pas, et comme ça, t'auras pas à le reprocher. Ouais. Et vis ta vie comme tu l'entends, et on est tous des êtres humains, même si elle est sortie de mon corps, ce que je trouve toujours complètement fou quand j'y repense. Non mais c'est vraiment... Je te rejoins. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que ça peut faire, mais je me dis, mais ça doit être vraiment taré, quoi, comme expérience. Ah mais c'est complètement dingue. Mais à part ce côté hyper dingue, je considère vraiment qu'on est deux individus différents, et que j'ai pas besoin de... c'est bon, on va avoir un enfant, mais c'est bon, y a pas besoin d'en faire des caisses, il y a pas besoin de trop... c'est bon, je pense que de tout temps, on n'était pas autant focus à dire oui, il faut le bon moment, il faut le bon boulot. Attends, là, l'appart, il est pas assez grand, tu comprends, on est dans un studio, faudrait qu'on ait au moins 3 pièces pour pouvoir avoir un enfant. Bah oui. Je pense que c'est des considérations qui n'existaient pas Déjà, il avant. n'y avait pas la contraception, donc en fait, Oui, ça en réglait plus. un peu le problème, quoi. C'est vrai. À un moment donné, il est juste C'est vrai. l'enfant arrivé, voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis restée détachée et que j'ai vécu les choses un peu comme elles venaient, et c'était très bien. Ok. Est-ce que tu as la sensation que du fait de pas avoir pris conscience en fait qu'il y a un moment donné il y allait avoir un enfant, t'as eu besoin de je sais pas, de te transformer en maman, ou d'avoir un truc à un moment donné, de te dire ok, il faut que je prenne soin de cet enfant qui est là maintenant, quoi. En fait, vraiment, à partir du moment où elle est née, je suis vraiment tombée amoureuse d'elle. Je l'aime trop, quoi. Je l'aimais trop. Enfin, je l'aime trop aujourd'hui, mais je l'aimais trop quand elle venait de naître, quoi. J'étais hyper contente. J'étais tellement fière, quoi. Mon enfant. Oui. Et je la trouvais parfaite. Elle avait 5 petits doigts, 5 petits orteils. Tout était parfait. Tout était merveilleux. Elle était trop, trop mignonne. Et voilà. Et en fait, je sais pas, c'était hyper naturel. Moi, je l'emmenais avec moi partout. J'étais la maman porte-bébé. J'étais enceinte après ma grossesse, quoi. Je portais un bébé tout le temps sur moi. Et je faisais tout avec elle. Ça ne m'a jamais empêché. En fait, j'ai continué exactement la même vie que ce que j'avais avant, mais avec un enfant en plus. Donc là où il y a des parents qui se privent, qui sortent pas parce que tu comprends, il y a le petit, nanana. Moi, ça a jamais été un sujet. Hein. Ma fille était dans le porte-bébé, elle venait avec moi partout, quoi. Les enfants, ils demandent que ça, juste à être dans les bras de leurs parents, et ça va, hein, franchement. Moi, tu l'emmenais en soirée et tout, ouais, alors? je l'emmenais en soirée. Ouais. Elle dormait dans le porte-bébé pendant que je faisais la fête, machin, voilà. Et en fait, elle était contente. Je dormais avec elle aussi, alors que c'est hyper déconseillé, mais
Moi, j'ai dormi avec elle tout le long, pendant qu'elle était toute petite, jusqu'à ses 6 mois. Donc, j'ai jamais eu d'insomnie parce que... Je sais pas si c'est déconseillé, il y a le cododo. Alors, je vous avoue que je suis pas spécialement au top sur les sujets-là parce que ça arrivait beaucoup plus tard que quand mes filles étaient en âge, tu vois. Bah, en fait, le cododo, je crois que c'est conseillé. Enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, je sais que c'est déconseillé dans le même lit, du genre... Ah oui, ok, d'accord. Parce qu'on pourrait dormir dessus. Tu peux l'étouffer, etc. Quoi. Mais franchement, moi, jamais je n'aurais pu dormir sur elle. Enfin, c'est pas que je dormais mal, ou c'est pas que je dormais pas, c'est juste que je dormais, mais tout mon corps, mon esprit, tout mon subconscient, en sommeil, mon inconscient même, savait qu'il y avait un enfant qui était là, c'est tout. Et du coup, moi, j'ai toujours dormi avec elle, ce qui m'a évité les réveils la nuit, parce qu'en fait, dès qu'elle se réveillait, elle avait le sein à côté. Donc, il y a quand même une différence entre être un petit peu réveillée, rester un peu dans les vapes et donner le sein vite fait en restant couché, et sortir du lit, dessous la couette, aller réchauffer le chauffe-biberon, prendre le bébé, lui donner... Du coup, voilà, moi, j'ai pas subi tout ça, donc j'ai eu un super début de maternité. Je dormais avec elle, elle me réveillait pas la nuit, ou alors quand je me réveillais, c'était des toutes petites phases. Et c'était super, je l'adorais, je la filmais tout le temps, je passais beaucoup de temps avec elle. J'ai pas travaillé pendant la première année où elle est née. T'avais fini tes études à l'époque? Oui, j'ai terminé mes études pendant mes derniers mois de grossesse, ouais. C'est marrant parce que ce que t'expliques sur le fait que tu tailles en soirée avec ton bébé, ça m'a fait penser à quelqu'un sur mon Discord. D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub. Venez commenter mes podcasts sur mon Discord. Venez discuter avec ma commu. Je vous mettrai un lien dans les notes, là. Et on échange avec tous les auditrices et les auditeurs. C'est trop bien. Et il y a un gars qui est à mon âge, à peu près. Donc, il a 45 ans. Et il racontait que ses parents, ils allaient en teuf. Donc, lui, il est né fin des années 70, tu vois. Ses parents, ils allaient en soirée. Et en gros, lui, il dormait, il le foutait dans la baignoire, quoi. Tu vois. Ouais, c'est une autre époque, hein, mes amis. Bah moi, il n'y a même pas de porte-bébé, hein, c'était juste le môme dans la baignoire. Et hop là. Ça y est. J'imagine. C'est pas mal, c'est marrant. Comment ça se passe dans ton couple parental? Avec le papa. Oui, c'est le couple parental. Oui, pardon. Avec son père, ça se passait pas du tout bien. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais bien avec ma fille et puis c'est tout, quoi. Enfin, en gros, mon monde ne tournait que autour de moi et elle. Ok. Et lui, je l'ai trouvé, alors pour quelqu'un qui avait tellement voulu un enfant, qui m'avait tellement saoulée avec l'idée d'avoir un enfant, je l'ai trouvé bizarrement hyper pas impliqué, quoi. En fait, il était là que pour faire des super jolies photos de père et fille, mais il était jamais là pour tout le reste, quoi. Et après, il y avait toujours l'excuse de oui, mais bon, moi je peux pas donner le sein, oui, mais bon, moi je peux pas ceci, cela. Mais bon, bref, des excuses on pourra en trouver, mais en tout cas, je l'ai trouvé pas présent, et puis surtout, c'est pas spécialement d'être présent, parce que moi, franchement, je n'en attendais rien, mais j'étais vraiment très très bien avec ma fille, je ne ressentais pas que j'avais besoin d'aide, en tout cas. Par contre, je le trouvais pas intéressé. C'est plus ça qui m'a... Je le trouvais pas intéressé dans des trucs qu'elle faisait. Il était tout le temps beau, voilà, c'est bon, c'est un môme, c'est pas intéressant. Moi, j'attends qu'elle ait 5 ans. Je pense qu'à partir de 5 ans, ça sera intéressant, on pourra lui parler et tout, mais là, ça fait rien, ça mange et ça dort, voilà. Mais j'étais un peu déçue du désintérêt qu'il avait pour ce petit être humain, alors que c'était lui à la base qui avait autant véhiculé un désir de parentalité. T'as l'impression qu'il voulait cocher une case ou... Ouais, exactement, c'est ça, exactement. J'avais l'impression qu'il voulait juste cocher une case et que, en l'occurrence, là, il avait eu un bébé et la nounou qui va avec, donc la mère. Et moi, ça me dérangeait absolument pas. Et vraiment, j'avais pas besoin d'aide. Je suis pas du tout dans le reproche de dire il s'est pas réveillé la nuit ou il a pas changé une couche. Ça m'est complètement égal, même que souvent je préférais le faire. Donc c'est pas en termes d'action, de logistique, de gérer un enfant. C'est vraiment en termes de s'intéresser vraiment à l'enfant, quoi. Je sais pas, de le trouver mignon, de l'accompagner pour un truc, de s'émerveiller, tout simplement. J'imagine que t'aurais préféré avoir de l'aide, quoi qu'il arrive. Non, même pas. Franchement, ça allait. Ah oui, je croyais au moins que t'aurais fait. Ah bah oui, j'aurais bien. Non, ça allait. Non, t'es une femme indépendante. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est très vite quand elle est née. Le fait de l'avoir elle, ça m'a fait prendre conscience que en fait ça allait pas du tout avec lui, quoi. Je pense que je le savais déjà, mais j'étais beaucoup trop jeune, j'ai pas forcément assumé de divorcer au bout de 6 mois, donc je suis allée au bout de l'aventure.
Je me suis dit... Au bout de l'aventure, comme si c'était Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, allez, on va tout faire. On va acheter une maison, on va faire un enfant, et nanani. Ah oui. Je me suis engagée dans Donc des t'es tas de rentrée trucs. dans le jeu aussi. Hein. Ouais, je suis rentrée dans le jeu et à chaque fois, je me dis, ça va venir. Et C'est intéressant. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est intéressant parce que, tu vois, j'ai un peu l'impression que t'es passé de, ok, il faut faire en sorte d'être le plus chill possible avec tout ça et de pas justement rentrer dans le jeu de, ok, je vais devenir maman, donc il faut jouer tout le jeu de la maternité, m'arrêter de vivre, etc. À, bah, finalement, on va peut-être acheter une maison ensemble et commencer à cocher des cases et rentrer un peu plus dans ce qu'on attend d'une vie, tu vois, de parents, quoi. Alors oui, mais c'était un peu toujours lui le guide en fait. C'était lui Ah. le guide, c'était lui qui voulait acheter une maison. Je dis bon, si tu veux. Ok. Et le jour où il m'a dit bah tel jour on a signature chez le notaire, j'étais là ouais grave, je signe où ici, ok, bon cool. Bon bah champagne, je sais pas, j'en sais rien, on peut être content dans ces cas-là. Ok. Et donc je l'ai fait toujours avec autant de désinvolture, mais je suivais le rythme, oui, c'est-à-dire je me laissais vraiment porter. Ça t'intéressait pas plus que ça, finalement. Non. Ok. Non, vraiment, ça m'intéressait pas du tout. Mais ça, je m'en suis rendu compte après Mhm. que, au début, j'étais là, oui, bon, j'avoue, j'ai pas spécialement envie d'avoir une maison, mais bon, si ça peut lui faire plaisir. C'est important hein, de continuer à rester aligné tout au long de sa vie. Hein. Oui, c'est ça. Et On va en reparler. on ne trouve pas facilement. Et donc voilà, c'est comme ça que finalement, moi, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne faisais que suivre. Et surtout, j'avais l'impression que plus on avançait dans l'engagement, et dont ma fille a été le point le plus culminant de l'engagement avec lui, et plus il était en train de se transformer en un gros connard. Voilà. En fait, plus je m'engageais, plus je rentrais dans des trucs avec lui, et plus il se lâchait, quoi. C'était un peu le principe du pervers narcissique. J'aime pas trop dire ça parce que c'est un terme à la mode, mais en Ouais, tout c'est cas, surtout, si je puis me permettre, un vrai diagnostic, tu vois, à poser. C'est pas, enfin, c'est un professionnel qui vient dire, alors, vous êtes pervers narcissique. Très bien. Ok, donc ouais, il était de plus en plus, oui, en fait, plus j'étais verrouillée. il t'emprisonnait, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ok. Plus je rentrais dans l'engagement dans des choses qui étaient difficiles à défaire. Et oui, c'est ça. Plus on rajoutait des barreaux et plus il devenait vraiment insupportable. Et du coup, c'est vrai que quand ma fille est née, ça a été une révélation. C'était un moment, j'ai eu 27 ans. Et je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, en fait, il reste 3 possibilités. C'est soit je me tue, soit je le tue, soit je le quitte. Du coup, c'est juste pas possible de continuer. Enfin, c'est trop long. C'est Ok. vraiment le temps qui m'a fait me rendre compte. Je me suis dit, j'ai que 27 ans. Oh là là, c'est tôt. Et t'avais déjà l'impression d'être au bout, c'est ça, au bout de ta life, quoi. Oui, c'est ça. Je me suis dit, franchement, on m'aurait dit, c'est bon, t'es à la fin de ta vie, parce que l'espérance des femmes en France, c'est 28 ans, donc t'inquiète, dans un an, c'est bouclé. Franchement, je serais restée 1 an de plus avec lui, sans problème. Bah, c'était pas très agréable, mais bon, franchement, ça passe. Mais là, je me suis dit, wow, l'espérance des vies de femmes en France, 85 ans. C'est ça, t'en as encore pour 60 piges. Wow, c'est tellement long. Et là, ça fait que 4 ans que je suis avec lui. Waouh, c'est trop long. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, c'est trop long. Et en fait, sachant que je vais pas tenir jusqu'au bout, ça sert à rien de tenir juste un peu. Ok. Je me suis dit, quitte à ce que je sache d'office que je tiendrai pas jusqu'au bout, autant arrêter tout de suite. Au moins, on est assez jeune pour se reconstruire. Notre fille, elle est assez petite pour n'avoir finalement jamais connu ses parents ensemble et de grandir directement dans un modèle de parents séparés. Elle avait quel âge? Elle avait 6 mois. Ah oui. Mm, Ok. Ouais. Ah oui, j'avais pas compris que c'était à ce point-là Ah, tôt. si. Ok. C'était tôt. Ah oui, la révélation a eu lieu très très vite alors. Ben oui, très très tôt en fait. C'est vraiment, elle est née et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout, quoi. Ok. Et donc je me suis dit non, en fait là, elle est suffisamment petite, elle va pouvoir grandir avec des parents séparés plutôt que de lutter 5 ans et puis à 5 ans divorcer. Et je pense que quand on a 5 ans, c'est beaucoup plus dur de voir ses parents se déchirer que quand on a 6 mois. Je pense, j'en sais rien. Et t'avais pas peur quelque part de casser la famille, tu vois, de casser cette famille naissante finalement? Non, tu t'es dit. Si, bien sûr que si, surtout que c'était hyper difficile à assumer parce que j'avais 27 ans et j'avais honte, quoi. Je me suis dit non mais je sais même pas comment annoncer ça à la société, je sais pas, à mes amis, à mes parents. On va me dire t'es qu'une gamine, t'as 27 ans.
tu divorces. Et du coup, c'était un peu dur. C'était une décision qui était très très difficile à prendre et surtout que j'avais un peu un espèce de cliché dans la tête qu'une fois divorcée, je sais pas, je me voyais vieille, aigrie, moche, je prends pas soin de moi. Je me voyais vraiment dépérir, quoi. Je voyais vraiment genre le cliché de la divorcée façon à l'ancienne, quoi. Oui, voilà. Je vois, exactement. Vieille fille, voilà, c'est ça le terme. Et du coup, je voyais ça d'un très très mauvais regard de divorcer, et surtout aussi jeune, quoi, 27 ans. Je me suis dit, mais j'ai honte, vraiment, j'ai honte. Parce que les gens, ils vont dire surtout, mais déjà, pourquoi tu t'es mariée Ça fait 4 ans que tu t'es mariée, là, tu divorces déjà. Et encore, si je m'étais vraiment écoutée, j'aurais divorcé au bout de 6 mois. C'est juste que j'ai pas assumé tout le long. Et jusqu'à la naissance de ma fille, qui m'a fait me dire... Enfin, c'est un peu elle qui m'a donné ce courage, quoi. C'est que je me suis dit, mais en fait, non. Ça y est, maintenant je suis maman, je suis une adulte, j'ai décidé que ça n'allait pas mon couple et que voilà, j'allais tout casser. Mais c'est vrai que c'était pas évident, c'était une décision qui était très très difficile à prendre mais je trouvais quand même que c'était mieux, même si moi et mes parents ils sont toujours ensemble et tout, mais je trouvais quand même que c'était mieux de grandir avec des parents qui n'ont jamais été ensemble que de assister à la déchirure, à la séparation. Voilà. Et c'était un peu ça aussi qui m'a motivée. Je me suis dit voilà, faut y aller, quoi. Ok. Donc tu te retrouves mère célibataire. C'est ça. Comment ça se passe ? Eh ben, très bien. Ça s'est très bien passé. Non, mais tu dis ça comme si c'est simple, mais j'imagine que de se retrouver mère célibataire à 27 ans, à se retrouver, je sais pas moi, sur les apps ou tu vois, comment tu fais pour te réinventer une vie de maman célibataire à 27 ans ? Bon, déjà, vous avez une garde alternée ou pas ? Non, j'avais la garde principale. En fait, pendant les 4-5 premiers mois, il l'avait pas du tout vu. Enfin, il l'avait pas du tout vu. N'exagérons rien. Il la voyait de temps en temps, mais c'était pas régulier. Okay. Mais c'était que moi qui la gardais. Ensuite, le temps que le jugement arrive, etc. Après, je l'avais en garde principale et lui, il l'avait un week-end sur 2 moitié de vacances scolaires. Au tout début, il ratait quelques week-ends, il me posait quelques lapins et après, voilà, là, ça fait vraiment plusieurs années qu'il est hyper carré sur ses week-ends. Ok. Et donc, mère célibataire, déjà, j'étais hyper contente parce que pour moi, ça a été vraiment une libération, le divorce. Et j'avais envie de faire la fête, j'avais envie de revoir des amis, de renouer avec des gens. Donc, forcément, je l'ai hyper bien vécu. En plus, j'avais ma fille, donc voilà. Et c'est juste qu'il y a eu une petite période que j'appelle... Comment tu faisais pour faire côtoyer ta vie de maman avec cette vie de ok, j'avais envie de vivre parce que tu sais, t'as aussi ce cliché en fait c'est même pas un cliché, c'est un enfant, ça prend du temps pour s'en occuper, surtout quand t'es maman célibataire, que tu l'as à plein temps. Tu faisais comment ? Mais moi je l'emmenais avec moi partout. Ah ok, ouais, donc t'étais ok. Mais là elle avait 6 mois, elle rentrait encore dans le porte-bébé. Oui. ok. Je l'emmenais avec moi partout. Elle était tout le temps avec moi, quoi. Okay. Partout, voilà. Même dans tes dates. Oui, exactement. Même qu'à un moment, j'avais rencontré un mec sur Adopte un mec. Et je crois que ça faisait 1 semaine qu'on se voyait, mais vraiment 1 semaine, quoi. Je parle d'Adopte un mec, hein. Je parle pas d'une très belle relation qui a grandi, évolué. On venait de se rencontrer. On s'était vu 3 fois en 1 semaine. C'est déjà beaucoup. Et à un moment, je lui ai dit, je te laisse ma fille cet après-midi, j'ai un entretien. Et du coup, je lui ai laissé faire le babysitting de ma fille. Je suis allée en entretien, c'était pas très loin de chez lui. Et du coup, il me l'a gardé 1 heure le temps que je fasse mon entretien d'embauche et que je revienne. Et voilà, c'était rigolo parce que... T'avais pas peur que le mec se barre avec ta fille ? Bon, moi, franchement, à part mon ex-mari, j'ai peut-être eu de la chance, mais je suis toujours tombée que sur des gens bien dans ma vie. Okay. C'est d'ailleurs aussi pour ça, j'ai l'impression que je me suis fait avoir dans la relation avec mon ex-mari, parce que j'étais pas prête, je savais pas qu'on pouvait tomber sur des gens potentiellement malveillants ou pas bien. Franchement, peut-être j'ai eu une bonne étoile, je sais pas, mais je suis tombée que sur des gens bien. Toute ma vie, je suis tombée sur des gens bien. Et encore aujourd'hui. C'est vraiment la seule petite tâche, et encore, qui est en train de s'enlever avec le temps. On va en parler. Mais en tout cas, oui, c'est la seule tâche de ma vie. Mais sinon, je suis toujours tombée sur des gens bien. Et puis, je le sentais bien. Je ressentais vraiment que j'avais confiance en lui. Et que, ok, il n'était pas spécialement très doué en babysitting. Mais je lui ai dit, j'en ai pour 1 heure. Tu la mets devant un dessin animé. Je suis là dans 1 heure, quoi. Et puis voilà, il s'en est très bien sorti. Donc, c'était rigolo. Ok.
Mais en tout cas, ma fille ne m'a jamais empêché de vivre ma vie comme je l'entendais. Je l'emmenais avec moi partout. J'ai traversé une petite période noire un peu entre la fin du... Donc ça, c'est... La séparation en elle-même a été catastrophique, par contre. Donc là, je fais quand même un focus négatif parce que tout n'est pas bisounours. C'est que au moment où on s'est quittés, lui, il était absolument contre. Donc c'était horrible. Les dernières semaines ensemble... c'était des hurlements, des trucs, des disputes comme jamais je n'en ai revécu depuis et comme je n'en avais jamais vécu avant. Et du coup, au bout d'un moment, il m'a dit bon bah tu sais, ah oui, j'avais un boulot à ce moment-là, je travaillais chez EDF, j'étais en CDD, et il me dit un mercredi après-midi où j'étais au travail, il m'envoie un message à 16h et il me dit comme tu ne veux plus de moi. Je suis partie habiter chez mon frère. Je sais plus ce qu'il avait fait à ce moment-là. Donc voilà, grosso modo, je résume, mais démerde-toi et voilà. Et en fait, pour moi, ce message voulait dire, comme il voulait pas qu'on se sépare, et il n'arrêtait pas de me rabâcher que sans lui, j'étais rien. Pour moi, c'était, vu qu'il arrivait pas à me faire changer d'avis, c'était, tu sais quoi, je vais te laisser ton choix au moment le plus critique possible, pour que tu saches à quel point tu as besoin de moi. Parce que là, effectivement, le fait que ce jour-là, il partait, ça me mettait effectivement en difficulté. Effectivement, j'avais besoin de lui, parce que lui, à ce moment-là, il travaillait, pas moi, je travaillais, donc c'était lui qui gardait la petite et pas moi. J'avais besoin de lui. Ouais. Moi, j'avoue, je voulais qu'on fasse une rupture correcte, mais lui, comme il voulait pas du tout de rupture, donc il a essayé d'argumenter pendant plusieurs mois en faveur de on continue, il voulait même un deuxième enfant, donc voilà. Et ensuite, le moment où il a décidé de partir, c'était vraiment pour me prouver à quel point je n'allais pas pouvoir m'en sortir sans lui et à quel point il était indispensable dans ma vie. Et donc, en gros, là, quand il m'a dit « là, je suis plus là, ça y est, tu veux plus de moi », je suis partie. C'est bon. J'ai fait ce que tu voulais. Mais non, c'était pas ce que je voulais, pas comme ça. Mais j'ai compris le message. J'ai lu entre les lignes et j'étais là « Ok, mon gars. » Tu sais quoi ? J'ai peut-être effectivement besoin d'aide, mais pas de toi. Donc, pas de problème, je gère. Du coup, j'ai quitté le boulot. À l'époque, je travaillais hyper loin et donc j'en avais pour 2 heures de route. Donc, dès que j'ai reçu le texto à 16h, je me suis barrée du taf parce qu'il fallait quand même que j'arrive à temps pour récupérer Elena qu'il avait laissée à la voisine. Et du coup, je suis allée chercher ma fille. Je l'ai récupérée et à partir du lendemain, j'avais nulle part où la laisser. Surtout qu'il est parti m'enterrer dans une vieille campagne profonde de l'Île-de-France. Donc, j'ai pas pu trouver une étudiante sympa qui pouvait me garder ma fille. En tout cas, c'était pas évident de trouver quelqu'un tout de suite et pas dans l'urgence comme ça, un mercredi pour le jeudi, c'était pas possible. Et du coup, j'ai commencé à ne plus aller au boulot. J'ai enchaîné beaucoup d'absences. En plus, j'avais pas de permis. Le fait de prendre des transports pour aller le matin, le soir, c'était infernal. Je pouvais plus. Donc, à ce moment-là, si on donne pas mon identité dans ce podcast, j'ai commencé à conduire sans permis. Donc, je prenais la voiture pour aller au boulot, ce genre de choses. Quand je trouvais, bien sûr, la solution de garder ma fille pendant quelques heures, je prenais la voiture et j'y allais. Je me suis dit, bon, tant pis, j'ai pas de permis, mais je sais conduire, tant pis. En parallèle, je me suis inscrite pour faire des heures de conduite. Je suis encore tombée sur des gens exceptionnels parce que je suis tombée sur un moniteur d'auto-école qui m'a dit, écoute, tu sais déjà conduire, on va aller le plus vite possible, enfin, aussi vite que possible. Il y a eu des heures, des fois que j'ai raté. On est obligé de faire 20 heures normalement avant l'examen. Et moi, je pouvais pas, donc des fois, j'emmenais avec moi ma fille dans la voiture d'auto-école, et des fois, je ratais des cours. Et en fait, le fait de rater des cours, ça me faisait décaler par rapport à la potentielle date d'examen. Et lui, il me disait, écoute, je vais les noter comme fait. Comme ça te permet de passer l'examen le plus rapidement possible, sinon ça te pénalise. Donc il a été hyper cool. Et du coup, en parallèle de ça, je prenais ma fille, je prenais la voiture sans permis. J'allais chercher un appart pour essayer de me rapprocher du boulot. En fait, je me suis dit, il faut vraiment pas que je perde mon taf, donc il faut que je retrouve un autre appart, que je me rapproche. J'étais en train de chercher une assistante maternelle, j'étais en même temps en train de passer mon permis et en même temps en train d'essayer de bosser. Wow. Et au final, à un moment, donc je sors de cette période noire Ah oui, petite précision, là où on habitait, mon ex, il venait tout le temps, il passait en voiture pour surveiller ce que je faisais. Alors au début, je savais pas que c'était pour surveiller parce que je n'étais pas aussi machiavélique dans ma tête. Je n'imaginais pas ça. Mais à un moment, j'étais partie à Poitiers avec un ami et avec ma fille.
Et du coup, la semaine d'après, il m'avait dit oui, soi-disant, t'as pas d'argent et en fait, t'as de quoi payer un billet de train pour Poitiers. Je me suis dit, mais comment il a su? De là était partie une enquête où je voulais savoir comment il avait réussi à ça. Il m'a suivi. Je savais très bien que mes amis ne parlaient pas avec lui. Ils avaient tous un peu choisi leur camp quand même. Et en fait, j'ai fini à force de dispute en dispute en dispute. Il a craché le morceau qu'il fouillait dans mes poubelles. Et qu'il avait trouvé le billet de train dans ma poubelle. Alors j'habitais dans un immeuble de 3 étages. Ah oui. Mais en gros, on avait le... C'est du taf, quoi. Ouais, c'est du taf, ouais, oui. de trouver laquelle. Et ma poubelle, fouiller dedans pour chercher un billet de train. C'est quand même... ça va loin. À ce moment-là, je m'étais mise à fumer. Et il me l'a reproché. Et en fait, c'est pareil, c'est parce qu'il avait trouvé des paquets de cigarettes dans ma poubelle. Oh là là. Et okay. Du coup, là, enfin bref. Bah, il tentait de revenir. C'est ça. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans une paranoïa de fermer les fenêtres quand j'étais là pour faire croire que j'étais pas là, d'ouvrir les fenêtres quand je suis pas là pour faire croire que je suis là. Au bout d'un moment, je passe mon permis, j'arrive à avoir mon permis, je fais un crédit pour m'acheter une voiture. Et du coup, la voiture, je la garais à la mairie pour ne pas la garer au pied de chez moi parce que je voulais pas qu'il sache que je m'étais acheté une voiture, je voulais pas qu'il sache que j'avais eu mon permis. En fait, je voulais pas qu'il sache que j'avançais sans lui parce que si jamais il avait vu que j'étais en train de réussir à avancer, il aurait trouvé d'autres façons de m'embêter et la seule façon pour moi d'avancer, c'était de lui faire croire que je galérais. Okay. Donc en gros, tant qu'il pensait que j'étais en galère, entre guillemets, j'avais la paix parce qu'il se disait, bah tu sais quoi, elle galère, bah laisse-la galérer, elle va revenir. Donc je devais un peu laisser l'image que j'allais pas bien. Donc l'appartement, je l'ai pas résilié. Je le gardais un peu en parallèle pour qu'il sache pas qu'en parallèle j'avais trouvé un autre appart, que j'avais passé mon permis, que j'avais acheté une voiture, que j'avais trouvé une nounou. J'ai fait plein de choses dans son dos. Et donc j'arrive enfin à la finalité d'avoir le permis, l'appart, le truc, machin, tout allait bien. Et là, je reçois un avertissement de mon taf. Eh ben oui, faut y revenir au travail, qui me dit voilà, beaucoup trop d'absences injustifiées, ça va pas du tout. Et donc en gros, voilà, ça va pas et tout. Enfin, j'ai pas reçu un avertissement en papier, hein, mais c'est mon chef qui m'a appelé. Et du coup, il m'a dit voilà, je voulais en parler avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je lui ai dit bah là, j'ai tout fait pour, en gros, tout ce que j'ai fait là. Je suis désolée, je sais que j'ai pas été sérieuse et tout, mais justement, tout était fait pour que je garde mon taf en fait. Ouais. J'ai un appartement en bas de la rue. J'ai trouvé une nounou pour ma fille. J'ai tout fait. Donc là, c'est bon, il y en aura plus des problèmes et tout. Et il me dit ouais, mais tu comprends. Moi, je peux plus te défendre auprès de la hiérarchie. Ça fait des mois que t'es là, t'es pas là, des mails non répondus, des réunions ratées, des machins et tout. Tu les avais pas tenus au courant de... Bah, si, lui, il savait, hein, mais c'est juste qu'il m'a dit, en fait, je comprends ce par quoi tu passes. Et il me dit, je suis vraiment désolée, que tu traverses ça. Je comprends que ce soit difficile. Mais en fait, le boulot, c'est le boulot. Enfin, moi, je peux pas dire, oui, il faut l'excuser, elle a des problèmes personnels. Enfin, sinon, c'est à boire et à manger et tout. Donc, il m'a dit, le seul truc que je peux faire pour toi, c'est de ne pas ne pas te compliquer la tâche avec des rendez-vous RH, des avertissements. Il me dit franchement, on est EDF, on n'est pas l'épicerie du quartier, donc EDF ne va jamais se casser la tête pour un vieux CDD qui se termine dans 3 mois. Il me dit donc voilà, la seule chose que je peux faire pour toi, si ça peut t'aider, c'est que vu que de toute façon là je peux plus te défendre, donc il y aura pas de CDI derrière parce que c'était un CDD, un CDI. Okay. Il me dit donc il y aura pas de CDI derrière. Donc c'était la fameuse promesse pour laquelle je me battais. En fait, c'est pour ça que j'avais tout fait pour. Et du coup, il me dit donc voilà, la seule chose que je peux faire, c'est de te le dire tout de suite plutôt que de te le dire dans 3 mois à la fin du CDD. Comme ça, tu anticipes déjà qu'il y aura rien derrière. Ouais. Et il me dit écoute, perdu pour perdu, il te reste 3 mois, fais ce que tu veux quoi. T'es payé, puis à la fin du CDD, tu passes, tu récupères ton solde de tout compte et ciao. Mais bon, c'était quand même sympa de travailler avec toi au début. Mais là, je peux plus rattraper, je peux plus défendre, même si je comprends. Donc encore une fois, je suis tombée sur un mec génial parce que j'avais encore 3 mois avec un petit salaire où je n'étais plus obligée d'y aller puisque de toute façon c'était perdu. Enfin, il m'a dit c'est bon, t'as 3 mois, finis ton truc et ciao. Et du coup, j'avais 3 mois où je me suis dit ok, il me reste 3 mois, donc il me reste encore 3 mois de salaire, 3 mois pour chercher un taf et puis la possibilité de m'inscrire quand même au chômage parce que c'est un CDD. Et donc là, de là, j'ai commencé à chercher du boulot, j'ai emménagé dans mon appart, j'ai refait des travaux parce que l'appart était horrible, parce que j'avais un très mauvais dossier évidemment, j'étais en CDD, j'étais mère célibataire, j'étais en train de payer un avocat en parallèle pour le divorce, bref, dossier pourri, donc qui allait me louer un appart? Personne, déjà on loue pas un appart à un CDD.
Et du coup, j'avais un peu bataillé pour avoir celui-là. Et évidemment, le seul appart que j'ai réussi à avoir, c'était un appartement complètement pourri. Ouais. Logique. Mais c'est pas grave, il était grand. Du coup, je me suis dit, ok, il me reste 3 mois, je vais refaire des travaux, j'ai peint les murs, j'ai refait le parquet, j'ai rendu tout beau, tout bien, je me suis installée, truc. À un moment, j'étais genre à 4 000 €, un truc comme ça. La banque m'appelle. Oui, il y a quand même un problème avec votre compte bancaire. J'étais là, ouais, je suis désolée, mais là, je suis en train de chercher du taf et je vous jure, ça va bien se passer. Et après, pareil, le banquier il m'a dit, bon, je te propose qu'on fasse un espèce de mini-crédit pour boucher le trou parce que là, le découvert, ça va pas passer. Mais voilà, il faut vraiment remédier à ça très vite et tout. Donc, enfin voilà, je suis tombée que sur des pépites, quoi, que sur des gens qui m'ont aidée, qui m'ont pas laissé vraiment me noyer. Parce que là encore, j'aurais pu être interdit bancaire, ça m'aurait tellement causé de problèmes pour tout le reste de ma vie. Et là, je tombe sur le banquier qui me dit, ah, t'es à moins 4 000. Bon, ben, écoute, on fait un petit crédit de 5 000 et on fait que tu commences à le rembourser dans 3 mois, comme ça, t'as le temps de rebondir. Et puis, comme ça, t'as 1 000 € en plus pour ne pas être à découvert. Mais promis, tu me rembourses. Hein. Je suis jamais trop gentil, quoi. Pourquoi je tombe que sur des lumières comme ça dans ma vie? Et du coup, là, bah, j'ai tout donné pour tout mettre en place. Et voilà. Et après, j'ai commencé une super vie parce que je cherchais du boulot. Mais j'étais bien. Ah oui, après, j'ai eu d'abord le chômage avant de retrouver du boulot. Et à ce moment-là, j'avais une copine qui était en galère, qui est venue emménager chez moi. J'avais mon frère qui est remonté de Marseille, donc il est venu emménager chez moi. Il y avait un pote à mon frère qui est venu emménager avec moi. Du coup, on était en coloc à 4. L'appartement était bien, surtout bien retapé, bien beau. On avait fait une super déco pour Noël. Et je pense que là, l'année 2017 a été une super année. Enfin, 2017-2016 plutôt. Une super année où on était vraiment, vraiment bien. On était en coloc à 4 avec Elena, ma fille, qui se baladait en couche. Et donc, c'était super parce que elle faisait pleinement partie de la coloc, quoi. C'était vraiment un petit humain miniature qui habitait avec nous. Et voilà, tout le monde était hyper gentil avec elle. On écoutait de la musique, on passait des soirées à danser, à chanter. Elle dansait avec un tel. Elle connaissait qui était qui. Elle commençait à apprendre à parler. C'était vraiment super. C'était des très, très, très bons moments. Et voilà. Et de là, j'ai repris ma vie. J'ai retrouvé du boulot. J'ai commencé à dater. Et t'as retrouvé un chéri. Et ensuite, dans la foulée, donc juste dans la foulée de tous ces problèmes-là, j'ai retrouvé un chéri. Oui, exactement. Voilà, donc quelqu'un de super aussi qui était arrivé, enfin que je connaissais de longtemps avant. Ah, ok. Je l'avais connu 6 ans plus tôt sur un voyage. Et là, sur une reprise de contact totalement fortuite, il s'est retrouvé de nouveau dans ma vie et c'était super. Et donc là, on était reparti sur une vie super cool. Petit à petit, la colocation s'est dissoute, évidemment. Après 6 mois totalement fous. Et du coup, là, on a repris une vie à 2. Donc, il est venu habiter avec moi. Il s'est vachement attaché à Elena, ma fille. Et puis, du coup, il fallait subir un peu tous les trucs de son père qui lui disait pas mal de fois que je l'avais abandonné, qu'il s'était retrouvé tout seul. Donc, c'était ta maman m'a abandonné. Je me retrouve tout seul dans la grande maison parce que effectivement, je lui avais laissé la maison qu'on avait acheté ensemble parce que je voulais pas de maison ni de problème surtout. Ouais. Et il lui disait c'est pas ton père, t'imagines, t'es en train de passer plus de temps avec un autre homme qu'avec ton propre père. Enfin des choses qu'elle nous rapportait avec ses petits mots d'enfant, mais ça se voyait que c'était pas des mots d'enfant, quoi. Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait 3 ans et demi, un truc comme ça. Mmh. Et donc voilà, en fait, les débuts ont été hyper durs. En tout cas, ça a été très difficile pour lui de trouver sa place en fait dans tout ça, parce que quand on s'est mis ensemble, elle avait 1 an et quelques. Ouais. Bon, le temps que ça se fasse, le temps qu'on habite ensemble, etc. Elle avait 3 ans et demi. Et du coup, en gros, lui, il trouvait pas sa place parce que il était vachement dénigré par son père, et puis son père, il restait encore très présent, toujours des problèmes, des disputes dont j'arrivais pas vraiment à me dépatouiller. Mais bon, à part ça, j'étais vraiment heureuse, et puis lui a fini par se positionner comme son ami adulte. C'était bon, non, je suis pas ton père, je suis juste ton copain. Voilà, on est copains.
Voilà, on est comme des amis, sauf qu'on n'a pas le même âge, mais c'est très bien. Et c'était tellement un gamin, lui, dans sa tête. Donc c'était vélo, trucs, les blagues, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, enfin des trucs. C'était vraiment un joueur, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on s'est reconstruit, donc tous les trois. Et lui aussi avait beaucoup aimé ma façon de vivre ma maternité. Et le fait que finalement on pouvait rester jeune, on pouvait partir des fois ensemble, on pouvait passer des moments en famille, on pouvait... Et voilà, et en gros nos années étaient organisées sans forcément le verbaliser de cette façon, c'était pas du tout un calendrier tenu, hein. Mais ce qu'il en ressortait, c'est que dans l'année, il y avait toujours un moment où lui il partait un petit peu avec ses potes, il y avait un moment où moi je partais un petit peu avec mes potes, il y avait des moments où on partait tous les trois avec Elena, des moments où on partait tous les deux en couple, et des moments où je partais seule avec elle parce qu'en mode mère et fille. Et bon, tout ça aussi grâce au fait qu'un week-end sur deux était chez son père, donc on avait beaucoup de temps. Peut-être que si je l'avais eu vraiment à plein temps, ça aurait été moins possible, mais en tout cas ce rythme-là nous allait parce qu'on avait du temps pour nous en tant que couple, en tant que jeunes. Et moi, j'avais du temps pour moi en tant que moi-même, avec mes potes, avec mes occupations. Lui, il avait du temps pour lui. Et en même temps, on était aussi des fois tous les trois. Sans oublier que, avant tout, c'est quand même ma fille. Je ne l'excluais pas spécialement de la relation, mais il y avait des moments où j'avais envie d'être seule avec elle. Il avait aussi beaucoup de moments seul avec elle aussi. Et donc voilà, donc c'était un rythme qui nous allait beaucoup. Et à un moment, Elena commençait à devenir très agressive. Par rapport à l'histoire avec son père, à me dire oui, papa il a dit ça, papa il a dit ça. Et à un moment, elle était vraiment petite, hein, je saurais pas te dire quel âge elle avait, mais vraiment beaucoup trop petite pour me dire ça. Mais à un moment, j'étais en train de lui expliquer un truc, et elle me dit « Mais maman, moi je ne sais plus qui croire. » Ah oui. Mais elle avait quoi, elle avait 4 ans quoi. C'est waouh. Et en fait, moi j'essayais toujours d'éviter de rentrer dans le conflit parce que je me suis dit en vrai, je vais pas faire un match de ping-pong sur la tête de ma fille quoi. Bah oui, c'est ça. C'est que lui, il va lui dire, ouais, c'est ta maman. Moi, je vais lui dire, mais non, c'est pas moi, c'est lui. Et lui, il va lui dire, mais non, c'est pas moi, c'est ta mère. Et j'étais pas sûre que ce soit très constructif. Donc, je me suis dit, bon, elle comprendra quand elle grandira. Pour l'instant, lui, il raconte ce qu'il veut. Et moi, je relève pas. J'ai pas envie de rentrer là-dedans du tout. Donc, en fait, quand elle me disait, voilà, papa, il a dit ça, j'étais là, ok, bah, s'il a dit ça, bah, ok. Je relève pas, je rentre pas dans le débat, je rentre pas dans le conflit. J'avais vraiment pas du tout envie de parler de ça avec elle. Et je trouvais que c'était un peu nocif. Et puis au bout d'un moment, on est arrivé à une phase qui était hyper difficile. Elle faisait énormément de crises. Elle hurlait, elle faisait des terreurs nocturnes. C'était vraiment une catastrophe. Et on était arrivé à un point où moi, j'avais l'impression qu'elle me détestait, quoi. Et à chaque fois, donc mon chéri, donc Manu, donc le mec avec qui je me suis mis après mon divorce, il me disait, bah tu devrais lui parler, tu devrais lui expliquer ta version de l'histoire, machin. Et moi, je lui disais non, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, je trouve que c'est pas constructif. Il insistait, et moi, je le faisais pas. Et à un moment, il est venu me voir, il me dit, bon, écoute, c'était un soir où il était resté seul avec elle et moi, j'étais sortie. Et quand je suis rentrée, il me dit, bon, faut qu'on parle. J'ai parlé avec Elena. Elle avait 3 ans et demi, la pauvre. Je dis, t'as parlé avec Elena, non, faut qu'on parle. Et en fait, il me dit, écoute, je lui ai parlé et ça va pas du tout. Il me dit, en fait, elle t'en veut énormément pour l'histoire avec son père. Tu te rends pas compte, elle est en train de vraiment de développer une haine envers toi. Et tu peux pas continuer à ne rien dire. Il faut vraiment trouver une solution. Et en fait, j'étais en train de prendre conscience que en voulant absolument ne pas rentrer dans le débat, j'étais en train de me faire bouffer en quelque sorte. Donc à ce moment-là, j'ai pris l'initiative de l'emmener voir une psychiatre. Et donc la psy, elle m'a dit, ouais, mais en fait, c'est pas possible parce que de ne pas rentrer dans le jeu de qui est qui, bon, oui. c'est une chose, mais de ne rien dire, c'est quelque part un consentement aussi. Oui. Et donc en gros, vous êtes... Souvent une réponse, hein, une non-réponse. Oui, c'est ça. Pardon, je t'ai coupé. Et du coup, je lui donne raison, quoi. Ouais. Et donc, je suis en train de lui donner raison pour tout. Et là, je lui ai dit, ouais, mais comment je fais, quoi? Enfin, parce que moi, j'ai pas envie de débattre, j'ai rien à prouver, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, d'être là en train de faire un vieux règlement de compte. Si je l'ai quitté, c'est pas pour que je continue à 4 ans plus tard encore à régler ça, c'est bon. Et elle m'a dit non, il faut dire c'est le juge qui a décidé que c'était comme ça. Ah oui, parce que lui disait ta mère m'a empêché de te voir, ah oui. Tout ça. Elle a fait exprès pour que je puisse pas passer du temps avec toi, tout ça. Donc au bout d'un moment, avec la psy, on s'était mis d'accord sur le fait de dire c'est le juge qui a décidé.
Donc moi, je voulais partir sur un truc assez impartial. Je lui ai dit, bon, écoute, Elena, quand on s'est séparé avec ton papa, oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai quitté, parce que j'étais très, très malheureuse, et ça ne me convenait pas. Donc ça, c'est un truc que j'assume. Mais elle pense qu'elle veut, ma fille. C'est comme la vérité. Je lui ai dit, après, moi, j'ai demandé à avoir ta garde parce que je t'aimais vraiment beaucoup, et ton papa, il t'aimait aussi vraiment beaucoup. Donc lui aussi, il a demandé à avoir ta garde. Et à un moment, quand les parents sont pas d'accord, il y a un juge qui va décider quelque chose pour eux, parce que eux, ils arrivent pas à se mettre d'accord. Si moi, je veux t'avoir pour moi parce que je t'aime trop, et que ton papa, il veut t'avoir pour lui parce qu'il t'aime trop, au bout d'un moment, on peut pas te couper en deux. Donc à ce moment-là, il y a un juge qui vient et qui décide comment on fait. Et le juge, il a décidé que tu resterais avec moi pour l'instant, et plus tard, tu seras grande et peut-être tu décideras, ou j'en sais rien. Et du coup, ça l'avait vachement apaisé. On avait fait plusieurs séances avec cette psy. Et quand j'ai vu que ça avait assez bien avancé, assez bien fonctionné, j'ai dit à son père, écoute, voilà, ça fait un moment qu'elle voit la psy. Et voilà ce qui a été dit. Et Elena, elle me disait, oui, mais quand papa me dit ça, moi, je sais pas quoi lui dire. Je lui dis, tu lui dis, maman m'a dit, tu prends pas de poids sur tes épaules. Tu lui dis, c'est maman qui a dit que c'était un juge qui a décidé. Voilà, c'est tout. Tu lui dis, moi, j'ai posé la question à maman, elle m'a dit ça. Voilà, comme ça, c'est même pas toi qui affronte ton père. Tu mets tout sur moi. Et c'est ce qu'elle a fait, et elle est revenue en me disant, il m'a dit que c'était pas vrai, que c'est pas le juge, que c'est elle. Et voilà, et du coup on est resté là-dedans. Ouais. Ça a tourné, et au bout d'un moment, je voyais plus trop le bout avec la psy, parce que on n'arrivait pas vraiment à avancer de façon constructive, parce que si on arrive à dire il y a un juge et que lui il dit non, il y a pas de juge, c'est elle qui a pas voulu. Parce que les juges, ils donnent toujours raison aux mamans. Donc, en fait, la seule raison pour que les papas ils puissent avoir la garde, c'est que la maman, elle accepte. Donc, si la maman n'accepte pas, c'est qu'en fait, quelque part, elle veut pas, quoi. Donc, c'est faux, hein. Statistiquement, ça se révèle complètement faux. C'est juste que les darons, ils veulent pas la garde. Ils la demandent très rarement, quoi. Lui, il avait, pour le coup, ça a beau être un connard, il l'avait demandé, la garde, hein, voilà. Et du coup, je suis pas sûr que ce soit tant un connard. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, à l'époque, oui, voilà. Après, les choses évoluent, heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, il avait demandé la garde et il l'avait pas eu. Bon, pour moi, son dossier n'avait pas tout donné. Oui, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que finalement, on a un peu arrêté de voir la psy. Et là, c'était là que Manu, mon chéri, était devenu un peu le psy par l'humour. Et ça, c'est un truc génial. J'aimerais bien écrire un livre là-dessus. Il faudrait juste que je trouve comment le formuler. Mais il arrivait vraiment à désamorcer des situations incroyables en rigolant et en tournant tout à l'absurde. Un exemple tout bête. Pendant le confinement, Elena va chez son père, passe un week-end chez son père. Elle revient, elle veut plus nous prendre dans les bras, elle veut plus nous faire des bisous parce qu'on va lui refiler des microbes. Ah oui. Et du coup, je dis, non mais Elena, je t'explique, je suis ta mère, là tu viens, on va passer 2 semaines ensemble avant que tu retournes un week-end voir ton père. Et lui avait dit, oui, il faut plus que tu fasses trop de bisous à ta maman, parce que, voilà, sinon elle va te refiler des microbes, machin. En plus, ta mère, elle fait pas attention, elle met pas le masque comme il faut, tout ça. Donc ça m'avait fatiguée. Et donc moi, quand elle m'a dit ça, j'étais là, bon Elena, tu vas pas me saouler, quoi, enfin... Elle était là pendant 2 semaines, on va pas pendant 2 semaines être là, des fantômes à vivre ensemble. Et en fait, lui, il m'a dit genre, chut, arrête de rentrer dans le conflit avec elle. Elle vient de revenir chez son père. Parce que, en fait, c'était arrivé dès le départ. Elle est revenue chez son père. Forcément, moi, ma première réaction, c'est, ah, Elena, je te prends dans les bras. Et elle me repousse en me disant non. Donc, forcément, tout de suite, je suis là, non, mais n'importe quoi. Et lui, il m'a dit, chut, c'est bon, arrête. Elle vient de rentrer chez son père. Elle est encore toute endoctrinée, toute fraîchement endoctrinée. Laisse-lui le temps, tu vois. Il me dit, c'est bon, tu sais quoi, prends du recul et ce soir, c'est moi qui gère. Du coup, on s'est mis à table. Et en fait, il avait mis des couverts, machin, à 3, comme d'habitude. Mais Elena, il lui avait pas mis de couvert, il lui a juste mis l'assiette. Et on s'assoit à table et tout. Donc Elena, elle arrive et puis elle est là. Mais moi, j'ai pas de fourchette. Et du coup, il est parti lui chercher une fourchette en l'attrapant avec son t-shirt pour ne pas toucher la fourchette avec ses mains. Et puis, il faisait semblant que ça lui tombait des mains. Il était là, vite, attrape la fourchette, vite, parce que sinon, il y a mes microbes qui vont aller dessus, vite et tout. Du coup, finalement, elle attrape la fourchette, elle est morte de rire. Ensuite, il lui dit, tu peux me passer le sel? Et là, lui passe le sel.
Et là, il lui dit, ah non, mais pas comme ça. Ah non, mais là, t'as mis tout tes microbes dessus, là. Mais comment on va faire? Oh non, mais non. Mais oh, regarde, elle a mis ses microbes sur le sel, là, et tout. Il dit, bon, d'accord, ok, je vais. Et puis, il prend une espèce de lingette d'eau de Javel, il frotte le sel, il sale son truc. Ensuite, elle touche à un autre truc. Il lui dit, non, mais Elena, mais là, t'as mis tes microbes, là, mais ça va pas être possible. Mais là, on va tous mourir. Mais comment on va faire? Et puis, des fois, elle demandait un truc. Il dit, ah bah, désolé, ça, je peux pas. Ah oui, elle a demandé un verre et c'est vachement haut pour elle. Elle peut pas aller récupérer le verre parce qu'elle voulait de l'eau. Ah mais je peux pas te donner le verre hein, parce que si je le touche après, tu te rends compte, on va tous mourir et tout. Donc viens, il faut que je te porte et que toi t'ailles prendre le verre toute seule. Mais attention, tu peux pas ouvrir le placard. Et en fait, il lui a fait un parcours du combattant avec cette histoire. Et il l'a saoulée, mais en même temps, il l'a tellement fait rire. Et à la fin, elle était là. Bon bah je crois que papa il raconte quand même un peu n'importe quoi. Après on était là. Bah non, pas du tout. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Par contre, si tu fais un câlin. Nous, on prend. Et en fait, ça, c'est juste un exemple. Mais en fait, on est rentré dans un cycle où il y avait des tas de situations qui les amorçaient de cette façon-là. Et j'ai trouvé ça, pour moi, c'était de l'art. C'était vraiment de l'art de communiquer avec les enfants par le rire, par l'humour. Et beaucoup de problèmes se sont résolus comme ça, y compris sur des choses quand il lui disait oui, c'est pas ton père et tout. Elle était là, elle lui dit ouais, mais de toute façon, papa, il a dit que toi, t'étais pas mon papa. Il dit ah ouais, ah, je savais pas, mais je croyais. T'es sûr? Ah parce que moi je vais aller lui en toucher un mot à ton papa. Hein. Je vais lui dire mais comment ça c'est toi son papa, c'est pas moi. Mais non, c'est moi de son papa, c'est pas lui. Et puis il rigolait avec elle et en fait finalement elle était morte de rire. Elle s'en rendait compte en fait à chaque fois que je sais très bien que je suis pas ton père. T'as pas besoin de venir me dire oui papa il a dit que t'étais pas mon papa. C'est bon, on lui a jamais dit que c'était son père. Et en fait voilà petit à petit c'était hyper rigolo et des fois même elle se moquait ou des trucs comme ça ou elle rigolait et en fait c'était devenu vachement bienveillant sans que forcément on dise du mal ou du bien, on disait juste rien mais on rigolait sur les choses qui nous paraissaient absurdes, on les poussait à l'extrême et c'était vachement sympa et voilà, et à un moment je pense qu'on avait vraiment réussi à construire une vie de famille intéressante, surtout que mon ex de son côté il s'était remis avec une autre fille. Elle a eu un bébé. Là, tout récemment, elle vient d'en avoir un deuxième. Donc aussi, même lui, sa vie, elle s'est reconstruite. Il avait beaucoup moins de temps à perdre. Oui, à vouloir te chercher des... C'est ça. Il a plus le temps. Ouais. Voilà, je pense. Et du coup, bah, finalement, les choses allaient beaucoup mieux entre tout le monde, même si on avait encore des grosses disputes. Mais c'était de plus en plus ponctuel, de moins en moins quotidien, courant. Et je pense qu'à ce moment-là, on avait vraiment atteint ce que moi j'ai vécu, en tout cas comme ma meilleure vie, quoi. De famille, de couple, tout ce que j'avais me convenait, mes rapports avec ma fille, mes rapports avec mon chéri, ce qu'on faisait ensemble, la manière dont on évoluait, notre façon de communiquer, de rire, tout était parfait. Pourquoi tu dis tout était parfait? Parce que parfois la vie s'en mêle, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. On peut prendre le temps. Hein. Bah oui, parfois la vie s'en mêle parce qu'à un moment, tout était tellement parfait que je me suis posé la question. Je me suis dit, bah dis donc, vraiment, je suis vraiment beaucoup trop gâtée par la vie. Je trouve des fois c'est injuste. C'est injuste pour les autres. Je rencontre des gens trop bien, il m'arrive que des trucs trop cool. Ma fille, elle est géniale, elle est en bonne santé, elle est intelligente. Mon mec il est génial, mon ex il se calme, enfin finalement les difficultés que j'ai eues avant c'était de la gnognotte et là je suis arrivée à un niveau de ma vie où je me suis dit mais en fait tout va tellement bien que je me demande vraiment, quand on dit que la roue tourne et que la vie c'est des hauts et des bas, je me demande vraiment comment la roue pourrait tourner et ce serait quoi le bas. Parce que je vois pas aujourd'hui ce qui pourrait m'arriver pour que, en tout cas, je ne sois plus aussi heureuse. Il pourrait m'arriver des trucs, mais pas qui m'enlèveraient mon bonheur. Je me suis dit, ok, je pourrais perdre mon boulot, je pourrais avoir moins d'argent, je pourrais avoir un problème de santé, je pourrais, je sais pas moi, perdre ma grand-mère ou mes parents, ou qu'on perde un appart, je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut perdre qui soient douloureuses ou difficiles, mais je vois pas comment on pourrait m'enlever mon bonheur. Et en fait, ça, c'était 1 an avant qu'il ne décède dans un accident de scooter. Donc. Et là, je me suis dit, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Non, j'avais pas pensé à ça.
effectivement, quand j'imaginais des scénarios de ce que la vie pourrait faire pour m'enlever mon bonheur, je n'avais pas imaginé que ça pourrait faire que ce soit lui qui meurt, quoi. Je pensais à un truc, à des choses beaucoup plus pragmatiques, fonctionnelles. Matériel, ouais, aussi. Non, pas que matériel, parce que j'avais quand même envisagé des problèmes de santé. Ok. Mais qui n'allaient pas m'enlever mon bonheur. Je me suis même imaginée handicapée sur une chaise roulante. J'étais heureuse quand même dans ma projection. Et donc voilà, il y a 1 an et demi maintenant. Enfin, ça va faire... 1 an et demi. Il est mort d'un accident de scooter. Et c'était hyper soudain parce que c'était un soir où il rentrait de soirée. Il m'avait écrit en me disant « J'arrive dans 5 minutes ». Il était un peu tard, donc moi je me suis endormie et le lendemain quand je me suis réveillée, il était pas là. Quand j'ai essayé de l'appeler, il répondait pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre et ensuite j'ai appelé la police, puis les hôpitaux, puis voilà, puis c'était fini. Donc c'était vraiment un moment hyper compliqué. Enfin, ce n'était pas, ça l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, là, ça a tout chamboulé, ma super vie de famille heureuse, notre équilibre à 3, même qu'à un moment, je voulais même avoir un 2e enfant, ce qui était inédit parce que pour moi, après ma séparation avec mon ex et la façon dont je me suis un peu sentie prisonnière à vie de ce divorce, par le fait qu'on ait eu un enfant ensemble. Ça crée un lien indéfectible entre vous. Ça crée un lien. Parce que moi, je voulais partir vivre à l'étranger. Je pouvais pas parce que juridiquement, c'est compliqué d'enlever la fille à son père. Parce que je pouvais pas déménager trop loin. Enfin, je me suis dit, waouh, je suis prisonnière de l'Île-de-France à vie juste parce que à un moment de ma vie, j'ai décidé de faire un enfant avec la mauvaise personne, quoi. Super. Surtout qu'il est pas dans le compromis, parce que je pense que des solutions auraient pu exister, mais en tout cas, là, la seule façon de trouver des solutions, c'était par le biais juridique, avec un dossier, une vraie bataille judiciaire. Il n'était pas dans le compromis, même si nos disputes se sont apaisées, mais c'était pas négociable de ce point de vue-là. Et donc, je suis restée longtemps dans l'idée que je ne veux plus jamais avoir d'enfant parce que je ne suis plus jamais sûre que je ne serai pas séparée de la personne. Ouais. Surtout à notre époque où on vit un peu des relations jetables. Donc je me suis dit, comme je n'ai aucune confiance en le fait que je puisse finir ma vie avec quelqu'un, de fait, je ne referai plus jamais d'enfant avec qui que ce soit. Donc je garde mes problèmes actuels et j'arrive à gérer la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais j'en veux pas d'autres. Sauf avec Manu, donc. Sauf avec lui. Mais ça m'a pris du temps. Ça a quand même pris 7 ans qu'on était ensemble, qu'on a un peu traversé tout ça ensemble, finalement, qu'on avait un enfant ensemble, qu'on gérait en tout cas à 2, dont on s'occupait de l'éducation. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est vrai que j'avais dit que je voulais pas d'enfant, mais que si c'est un mini-toi, je suis d'accord. Et donc, c'était aussi, pourquoi je racontais ça, c'est parce que c'était aussi le matin où j'étais allée chez le gynéco pour enlever mon stérilet, que le soir, il était jamais rentré. Oh là là. Et en plus, c'était rigolo parce que le matin, j'étais en train d'aller chez le gynéco et je lui dis, je vais chez le gynéco, là, t'es au courant. Donc, tonight is the night. On va faire des enfants. Et on rigolait. Et après, j'étais là, bon, si c'est un garçon, on l'appelle comment? Si c'est une fille, on l'appelle comment? Enfin, on était en train de dire, tu veux quel signe astrologique? Parce que du coup, c'est peut-être pas ce soir, on va rigoler, on va raconter n'importe quoi. Et au bout d'un moment, il m'a dit, bon, vas-y, c'est ok, on enlève ce putain de stérilet, ça y est, c'est parti. Et du coup, il me dit, mais tu sais, c'est marrant quand notre futur enfant va lire cette conversation et qu'il va se rendre compte qu'on a décidé de le procréer sur WhatsApp, quoi. Et je lui ai dit, oui, mais c'est pas grave, ça laisse des traces écrites, tu vois, c'est du vif, c'est du réel. Moi, j'aurais aimé voir la conversation du jour où mes parents, ils ont décidé que j'allais naître et qu'ils avaient décidé des prénoms et tout. C'est des trucs qu'on n'a pas. Je lui ai dit, là, c'est génial, on en parle sur WhatsApp pendant que t'es au boulot et que moi, je suis dans la salle d'attente du gynéco. Je trouve ça génial. Donc, c'est bon, c'est validé. Allez, c'est parti. Si c'est une fille, c'est Emma. Si c'est un garçon, on verra. Allez, ciao. Et en fait, moi, j'aime pas trop les prénoms de garçons de manière générale, à moins que ce soit vraiment des prénoms hyper classiques, mais j'aime pas. Autant pour les filles, j'aime bien tous les trucs un peu fantaisistes, un peu créatifs, nouveaux,
Mais pour les garçons, j'aime bien que des trucs Pierre-Paul Jacques Nicolas. et tout. Oui, voilà, ce genre de trucs. Et là, je me suis dit, en fait, comme j'aime rien, et que les prénoms classiques, en vrai, c'est un peu trop classique, du coup, je pense que ça me dit bien de l'appeler Manuel, comme son père. Il me dit, non, mais attends, c'est bon, on va pas faire à l'ancienne, Manuel premier, Manuel second. Manuel Junior. Oui, et du coup, je lui ai dit, écoute, moi, j'assume. Si toi, si t'as pas d'autres idées, moi, j'assume, si c'est un garçon, c'est Manuel et tout. Et en plus, c'était pas spécialement un prénom que j'aimais à la base, mais j'ai tellement aimé cette personne que j'aimais bien ce prénom. Donc voilà, donc c'était Emma si c'est une fille et potentiellement Manuel s'il était d'accord, parce qu'il était quand même pas super d'accord. Mais moi, en tout cas, c'était mon idée, c'est ce que j'avais proposé. Et donc, c'est comme ça que finalement, il était pas rentré et que je me suis retrouvée sans stérilet alors qu'il était plus jeune. Et donc, ça a été hyper dur, ça a remis en question beaucoup de choses parce que j'avais quand même une certaine idée de l'avenir. Hyper dur. C'est un À euphémisme. 2, à 4, à 3. Et je m'attendais vraiment pas. Je m'attendais pas à ça. Enfin, je pense que personne s'attend. Hein. C'est pas que moi. Il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre d'expérience. Tu as un petit mouchoir? J'ai des mouchoirs. Tu disais quand tu étais en train de te moucher, c'est abusé qu'il soit plus là. Oui. Je te comprends tellement. Oui, en fait, je trouve que ça fait trop chier. C'est marrant parce que des fois on me dit qu'est-ce que tu ressens, est-ce que t'es en colère, est-ce que t'es triste. Je dis non, ça me fait chier, je suis saoulée. C'est un peu de la colère, ça. Ouais, peut-être, c'est vrai. Je suis saoulée de la vie. Et en fait, ce qui s'est passé après son décès, c'est que c'était hyper dur parce que oh là là, ça va pas s'arrêter. Hein, Attends, c'est on bon. peut prendre le temps, hein. T'inquiète. Là, je suis partie pour chialer pendant tout le reste du podcast. J'espère que vous êtes accrochés, chères auditrices, chers auditeurs. Allez, c'est bon, je me calme. Allez. T'es pas obligé, hein. Enfin, comme tu veux. On peut prendre le temps aussi, tranquille. J'ai le temps, moi. Ah oui, je peux fumer une clope? Ouais, tu veux fumer une clope? Oui. Pas de problème. Je fais une petite pause. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.